C'est parti, donc tout est enregistré. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous pour être là pour cette dernière animation de ce colloque international Game Evolution, qui est historiquement autour de la ludopédagogie, mais aussi de l'e-sport. Et à ce titre, eh bien, nous avons voulu proposer une table ronde sur le management dans l'e-sport avec les pratiques, les enjeux et les opportunités. Table ronde à laquelle eh bien, 4 personnes d'exception, encore merci à ces 4 personnes, ont répondu présentes. Donc nous avons Laura aka Maëlolotte, qui est donc manager e-sport à Eliandra e-sport. Chacun pourrait vous présenter un peu plus, hein, ne vous inquiétez pas. Pierre aka Laure, donc directeur de Montpellier Talent Player. Antoine aka Papas, donc coach e-sport en freelance. Et enfin Yuen aka Chicken, je ne sais pas si je le dis bien, je suis désolé Yuen, qui est donc manager e-sport à G2 e-sport, on peut le dire maintenant. Donc je serai l'animateur, je vais essayer de parler le moins possible, c'est certainement vous qui allez parler le plus. Nous avons convenu en amont de quelques questions quand même pour guider tous ces échanges, pour que ce soit un peu plus cadré. Donc je vais arrêter mon partage d'écran afin que l'on voit les webcams, ça sera peut-être mieux. Alors, afficher la galerie. Voilà, donc je vais essayer d'épingler, je ne sais pas, là on voit toutes les webcams sur mon écran. Je vais essayer d'épingler certains, mais je ne sais absolument plus comment on peut faire. Bon, sinon, c'est pas grave, on mettra que les webcams. On va mettre toutes les webcams. C'est pas très très grave. L'essentiel, c'est qu'on voit les gens. Ok, eh bien, on est parti donc pour une heure de table ronde. Déjà, encore une fois, merci à tous les 4. Et on va commencer par une introduction à cette table ronde. Eh bien, est-ce que vous pouvez tous les 4 vous présenter en quelques mots et dire ce que vous faites tout simplement dans l'e-sport? On peut peut-être commencer par Maï Lolotte, c'est Ah, à toi. Enfin, si tu le souhaites, c'est pour t'honorer, mais d'accord. Écoutez, moi, je suis donc manager pour Eliandra depuis 2 mois à peu près, puisqu'avant, j'étais dans une autre structure. Et je suis aussi manager pour Bifrost Academy, donc en NLC 3. Le tout sur League of Legends. Je suis uniquement sur League of Legends. Mais après, sinon, je fais du management sur LoL depuis quelques années déjà. Ça va, je dirais, 3 ans vraiment à fond. Et avant, bon, c'était plus occasionnel, des petites équipes comme ça. Voilà. merci beaucoup. On va passer à Antoine, aka Papas. Oui, bonjour. Donc oui, c'est bon, normalement, on m'entend bien. Oui, Donc moi, je suis donc oui, effectivement, Antoine Papas Pasquier et je suis coach e-sport. Donc enfin, je l'étais notamment pour une structure donc qui est Solari et avant analyste chez Vitality, donc sur Fortnite. Et aussi, j'ai un peu un double cursus puisque j'ai fini mon doctorat en biologie il y a quelques mois seulement. Et donc maintenant, je suis chercheur en biologie. Mais bon, sur les insectes, tout ça, donc pas forcément le management, mais voilà, j'ai quand même ce cursus-là. oui, c'est une particularité, hein. Tu es docteur sur la biologie, la compète des petites bébêtes, pourquoi pas. Voilà, c'est ça. Super. Pierre, aka Ouais, Lord, vas-y. plaisir. Du coup, Lord, 28 ans, je suis directeur e-sport chez MTP depuis 1 an et demi. J'ai un parcours un peu particulier puisqu'à la base, je suis juriste dans le droit des affaires. En parallèle, j'ai pu être joueur semi-pro sur League of Legends. J'ai joué avec des joueurs notamment comme Jésus, qui est aujourd'hui chez SK Gaming. Et voilà, ça fait maintenant 1 an et demi que je me développe professionnellement à plein temps dans l'e-sport. Très bien, merci. Et enfin, Yuen, c'est à toi. Alors, on t'entend peut-être pas. Ouais, ou peut-être que c'est que chez moi. Non, j'entends pas non Ah, plus. Non. alors, t'as le micro ouvert et pourtant on ne t'entend pas. On regarde dans les devices. Ah, c'est peut-être qu'il faut sélectionner le bon périphérique de sortie. On t'entendra s'il faut. Ouais, essayer de tester peut-être. Ouais. Alors, non, Mmh. on voit le halo, mais malheureusement, on n'entend pas plus. La remarque de papa dans le chat est C'est une ouais, change de masterclass. casque. C'est une masterclass. Attends que tu es chez G2, il y aura peut-être du matos. Il m'a pas entendu du coup avec lui qu'il a changé, je pense. Bon, c'est pas très très grave. En tout cas, vous avez tous les 4 eh bien, une fonction bien distincte dans l'e-sport. Alors, Yoann, est-ce que
On ne t'a pas mute, hein, au cas où on t'a pas mute. Hein. Sache-le. Allô, allô? Oui, là, c'est bon. Nickel. Ah, super. C'est bon. Allez, vas-y, c'est à toi. Bon, je vais pas faire de la bonne pub à G2 parce que c'est mon nouveau casque de chez G2, mais, Justement. mais donc, ouais, désolé. Donc, moi, je m'appelle Yuen, j'ai 24 ans et je suis du coup manager de la performance chez G2 depuis peu et chez Navi avant. Donc, je travaille sur les aspects physio et psychologiques de la performance avec les joueurs. Et donc, en parallèle de ça, je travaille en. Là, je termine mon Master 2 en optimisation de la performance pour commencer une thèse sur la performance sportive à partir de septembre prochain, donc à l'Université de Brest. Donc voilà, désolé pour le retard, je suis là maintenant, tout va bien. Mais il n'y a aucun problème. Merci, merci Yuen. Merci pour vous être présenté. Alors, une première thématique qui nous intéresse dans le cadre de cette table ronde, on a parlé de management, mais comment vous définiriez finalement, vous, tous les quatre, eh bien, le management dans l'e-sport? Parce que c'est vrai qu'on parle de management, mais c'est quoi finalement le management dans l'e-sport? Et là, vous pouvez répondre de manière libre, hein, je ne vais pas vous cibler. C'est quoi le management dans l'e-sport finalement? Il y a plusieurs types. Bah, en vrai, c'est très large, je trouve, parce que le management dans les sports, tu peux avoir le management des réseaux sociaux, le management des joueurs, le management de staff. Enfin, tu as beaucoup de paramètres différents. Je pense qu'ici, on apporte tous un management différent. Moi, en tant que directeur, c'est beaucoup du management auprès de mes staffs, très peu directement auprès des joueurs. C'est-à-dire que, par exemple, sur mon management à moi, je mets en place tous les outils nécessaires à l'optimisation du travail des joueurs, mais aussi du staff. Là où je pense que par exemple Milo Lot qui travaille directement avec les joueurs a un management différent, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui le titre management dans l'e-sport c'est très large parce que ça prend beaucoup de facteurs, des facteurs de performance, des facteurs humains, de bien-être, d'optimisation, etc., etc. Et je pense qu'on va avoir tous les quatre un avis sûrement différent sur ces aspects du management dans l'e-sport. Oui, en effet, moi, je m'occupe, j'échange énormément avec les joueurs. Mon management, c'est uniquement avec les joueurs. J'échange bien sûr après avec du staff, bien évidemment, mais tout ce que je crée, c'est pour les joueurs et uniquement pour les joueurs. Donc, c'est sûr que c'est complètement différent. Il y a plusieurs points différents. Oui, point différent dans l'e-sport. Yuen, vas-y, tu voulais. Ouais, pour aller dans ce sens-là, oui, je pense que particulièrement de mon point de vue, le titre de manager de la performance, il veut dire beaucoup de choses, sachant qu'actuellement, il y a des managers de la performance, mais on en avait déjà un petit peu parlé. Chaque coach ou manager de la performance a des spécialités différentes. Donc, en fonction de ces spécialités-là, il ne va pas aborder même les mêmes sujets. Donc, c'est plus un titre, manager de la performance, pour pas dire, dans mon cas, par exemple, préparateur mental et préparateur physique et chercheur, ou dans ce sens-là, ça fait un peu long. C'est peut-être aussi dans ce sens-là que le titre est très large, c'est qu'il englobe beaucoup de choses, beaucoup de travail. Donc Et ouais, je surtout, suis assez d'accord. ouais. Et puis un domaine avec beaucoup de métiers qui voient le jour de plus en plus. Il y a 2-3 ans, je discutais avec MCES par rapport à un poste. Bon, c'est pas eux qui le mettaient en place, mais qui étaient en train de le mettre en place, eux, au sein de leur structure. C'est par exemple Happiness Manager. Et j'avais jamais entendu ce terme-là de Happiness Manager, par exemple, avant avoir discuté, en l'occurrence, avec Sylvain Vachier autour de ça. Donc, ouais, le management dans les sports qui se développe. Il ne faut pas croire qu'on invente tout parce que la plupart du temps, on reprend quand même des modèles très sportifs. Moi, dans mon domaine à moi, je reprends beaucoup de domaines entrepreneurial, du management qu'on peut trouver dans une entreprise assez classique. Donc, en réalité, on n'invente pas grand-chose, on l'innove, on le met à notre sauce. Et il y a beaucoup de choses qui commencent à voir le jour petit à petit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup je pense encore de choses qu'on va voir arriver dans les mois prochains et dans les années à venir dans le management de l'e-sport. Mais c'est toujours intéressant à suivre et de découvrir de nouveaux postes comme ça. T'en penses quoi, Antoine? Ouais, moi je dirais que management dans l'e-sport, effectivement, c'est assez varié, mais c'est mettre en place tout le cadre autour du joueur, par exemple, et du jeu. Et je pense que peut-être que, enfin, comme ça, j'aurais tendance à dire que la limite se fait quand ça traite vraiment du jeu en lui-même et de la progression du joueur dans le jeu. Là, ça sera plus le binôme joueur et coach qui va intervenir, alors que tout ce qui va être en dehors va être justement du management et comme on peut dire, voilà, la performance, la gestion des réseaux aussi.
limite, on m'a souvent posé la question quelle est la différence entre un analyste et un coach. J'avais jamais réfléchi encore à quelle est la différence entre un coach et un manager, mais c'est comme ça que je la placerais. Ouais, je te rejoins là-dessus. C'est une question qu'on s'est posée, hein, la différence finalement entre un coach et un manager. Là, je pense que vous avez des choses à dire. C'est quoi la différence finalement? Est-ce que c'est pareil? Alors là, je joue l'avocat du diable. Est-ce que c'est la même chose ou non, les missions sont différentes et pourquoi? Les missions sont clairement différentes pour le coup. Moi, quand je travaille avec mon staff, j'ai en place des fiches de poste. Donc, j'ai des fiches de poste head coach, analyste, manager, etc. Et pour le coup, les managers ont une mission qui est clairement différente de celle des coachs. Déjà, les managers, pour moi en tout cas, au sein d'MTP, n'ont aucun lien avec le jeu. C'est-à-dire que j'ai aucun manager qui va leur dire jouez comme ça, faites ça, etc. Non, mon manager va être là pour le bien-être des joueurs, pour que les joueurs se sentent le mieux possible. Le manager, c'est le premier interlocuteur du club auprès des joueurs. C'est-à-dire que l'expérience joueur au sein d'un club va passer par le manager, jamais par un directeur e-sport, etc., etc. Ce sera toujours lui le premier interlocuteur. Donc, ça sera lui l'expérience des joueurs au sein d'un club. Ce qui veut dire que le manager a beaucoup, beaucoup de tâches, en réalité, beaucoup plus de tâches que le manager e-sport d'il y a 5 ans, parce qu'aujourd'hui, un manager au sein d'un club, ça va être l'interlocuteur principal, ça va être aussi un entrepreneur, parce que ça va être à lui de créer de la plus-value à travers le groupe avec lequel il travaille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un club, quand il va recruter des joueurs qui vont lui coûter, une équipe qui va coûter 10, 15K, 30K par mois, derrière, on va attendre un manager qui dise, OK, samedi, on a un show match contre Solari, dimanche, on fait ça, on va mettre ça en place, qui nous permet de distinguer un peu aussi l'identité des joueurs, qui est comment, quelle communication on peut mettre en place autour d'eux, etc. etc. C'est aussi aujourd'hui quelqu'un qui va gérer un budget. C'est toujours ce que je dis à mes managers, un peu en rigolant, c'est la différence entre un bon et un mauvais manager dans la budgétisation ou alors dans la gestion d'un budget. C'est qu'un manager à qui on donne 50K pour monter une équipe, il va utiliser 50K et on va voir comment ça se passe. Un très bon manager, il va utiliser 30K et on va les gagner. C'est un peu la différence. Après, il y a beaucoup d'aléatoires là-dedans, etc. Mais voilà, aujourd'hui, moi, ce que j'attends d'un manager, c'est bien-être de la performance, bien-être des joueurs, gestion un petit peu de sa section, donc de son jeu de façon générale, des gens qu'il a autour, et d'être l'interlocuteur entre le club et les joueurs pour que ça se passe le mieux possible avec eux. Laura, sur ça, on avait eu des échanges. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de ce rôle du manager et la différence avec le coach? Pour moi, il y a une énorme différence, en effet, parce que si un jour on me pose des questions sur le jeu, je suis incapable de lui répondre, clairement. Voilà, ce n'est pas mon rôle, ça, c'est le coach. Moi, je m'occupe de tout ce qui va être l'encadrement et faire en sorte que, au final, ils n'aient rien d'autre à faire que de jouer, que ce soit comme le coach, comme le joueur, et d'être aussi là pour écouter ou même savoir de quoi ils ont besoin avant même qu'eux le sachent. Voilà, tout organiser, surtout tout organiser, faire aussi donc l'échange avec la structure, avec tout le monde. Voilà, eux, ils ont normalement rien d'autre à faire que jouer. Et le coach, lui, tout ce qui regarde le jeu, mais en dehors du jeu, normalement, non. Le groupe, les joueurs, moi, j'échange beaucoup avec eux. J'organise tout ce qu'il faut pour eux et voilà. Et le coach, lui, s'occupe du jeu, et uniquement du jeu. Et je n'ai pas mon mot à dire sur le jeu en soi, parce que ce n'est pas mon rôle, si je puis dire. À quelques exceptions près, bien sûr, mais voilà. Mais de manière générale, voilà, moi je n'influe pas, je ne donne pas de directive par rapport à ce qu'on fait en game, quoi. Et justement, alors de l'autre côté, on a le coach. Antoine, toi, tu es coach plutôt. Tu as abordé un peu le sujet. Tu dois être d'accord, ou pas, hein, peut-être avec Laura et Pierre. Ouais, alors effectivement, moi je suis totalement d'accord avec ça. Et justement, quand j'étais chez Solari, j'étais juste coach parce que il y avait quelqu'un qui était manager et qui s'occupait de tout ce qu'il y avait, voilà, en dehors du jeu. Même si je pense que, des fois, ça c'est un peu l'homme qui fait ça, qui essaie de mettre des limites. Des fois, il y a quand même des continuums, c'est-à-dire que, par exemple, je sais que nous, le manager chez Solari, c'est lui en grande partie qui recrutait les joueurs, par exemple. Donc, il fallait forcément qu'il s'intéresse aux performances, à ce qui se passait in-game, au comportement, etc. Et forcément, donc, il me consultait pour que je donne mon avis. Et puis, il y a des fois, voilà, quand on était à des compétitions sur place, par exemple, quand j'étais chez Vitality, effectivement, on fait des choses de manager parce que on est sur place, le joueur a besoin de quelque chose, ça concerne pas le jeu, mais on va l'aider. Ou là, par exemple, à la ZLAN, on était avec Pierre justement récemment. Voilà, il y a des choses. Voilà, on a réparé une table et ça, voilà, c'est pour faire en sorte que ça se passe bien pour les joueurs. Mais voilà, il y a parfois des petites transgressions à cette limite, mais dans la plupart du temps, je pense que c'est effectivement ça.
Bien sûr, après, ce qui est important aussi, c'est que le manager et le coach s'entendent bien et échangent beaucoup ensemble. Et au Ouais. début, effectivement, tout ce qui va être recrutement, pour moi, ça se fait à deux. Et en plus, on n'a pas la même vision. On aura deux visions différentes et ça va être complémentaire pour savoir qui on veut, par exemple. Mais oui, oui, non, c'est normal. Enfin, moi, à chaque fois, ça s'est le mieux passé dans toutes mes équipes, c'est quand effectivement, manager et coach, ça échangeait beaucoup ensemble. Mhm. La duo est Même super si, importante. Ouais, la duo ouais. manager-coach est super importante. On le voit aujourd'hui chez MCES en Division 2, je pense à Eternity et Glopo. Mm. Eternity qui est un ami qui travaille avec Glopo et il travaille déjà l'année dernière avec lui chez Gamers Origin. Et donc, il a continué chez MCES. Ils ont recruté la duo. Ça se passe super bien parce que la duo fonctionne très bien. Donc, ouais, la duo manager-coach est vraiment importante. Et là où je rejoins complètement Papa, c'est sur la partie management du coach. Parce qu'en réalité, on peut parler des différences. Il y a de très grosses différences parce que leur fiche de poste est clairement différente. Mais par contre, un head coach, typiquement un head coach League of Legends par exemple, il a forcément du management humain à faire. Et s'il ne le fait pas, c'est le moment où il peut perdre son groupe. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des head coachs qui sont très très bons, qui connaissent le jeu sur le bout des doigts, mais qui perdent leurs joueurs au bout de 1, 2 mois parce que il n'y a pas de management humain. Ils n'arrivent pas à faire passer le message qu'ils ont envie de faire passer, l'identité, etc., etc. Et du coup, les joueurs, au bout d'un mois, ils se posent des questions, etc. Ils se disent, mais est-ce qu'on prend la bonne direction? Et ils ont du mal à faire le fameux trust de process. Ils ont du mal à croire un peu en ce que dit le coach, etc. Et donc, s'il n'y a pas ce management humain, cette capacité à faire passer des messages, c'est très dur d'avoir et de garder ce poste de head coach sur le long terme. Yoann, un petit mot, il y a une première question dans le chat, on la posera après. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Alors, ma position, moi, elle est encore un peu différente parce que du coup, j'ai un manager dans l'équipe. Donc, forcément, je travaille de manière très proche avec le manager puisque c'est lui qui va valider les emplois du temps, les process la façon d'organiser le temps de tout le monde. Donc ouais, c'est le travail avec le manager et le coach, ils sont hyper importants. Là, pour l'avoir fait pendant un mois chez Navi sans coach et avec un manager qui a changé, c'est un peu compliqué. Le fonctionnement, il a besoin de se reposer sur des bases solides comme ça et de bien identifier qui fait quoi dans le staff pour aller faire ces demandes-là et pour aller chercher l'information où il faut en fait. Donc ouais, je rejoins tout le monde là-dessus à 100%. Alors, on a des premières questions, on va peut-être les poser, hein. Donc, une question de Philippe dans le chat Zoom, c'est une question peut-être naïve, mais ça mérite d'être posée. Dans le monde professionnel, la question de la légitimité du manager au vu de son parcours précédent se pose souvent. Et par conséquent, dans l'e-sport, un manager a-t-il un parcours d'e-sportif ou doit-il avoir avant tout un parcours de manager? C'est une vraie question, c'est un débat que j'ai eu avec des joueurs il n'y a pas très longtemps en plus. Parce que souvent, les joueurs, selon à quelle échelle tu les as, il faut absolument qu'ils aient des gens autour d'eux. Enfin, eux considèrent qu'il faut qu'ils aient des gens autour d'eux qui aient un historique dans l'e-sport, qui aient fait des structures, etc. etc. Moi, j'essaie vraiment de leur impliquer qu'un manager, c'est un manager avant tout. C'est-à-dire que selon la fiche de poste qu'il a, ça dépend des clubs encore une fois, mais selon la fiche de poste qu'il a, si par exemple le recrutement passe par le coaching staff et que le manager, c'est par exemple juste la prise de contact, etc., etc., et que tout ce qu'on lui demande, c'est de gérer un groupe, gérer des humains. Moi, ce que je vais regarder avant tout, c'est sa capacité à gérer des humains, c'est-à-dire pourquoi pas, et avant tout, avoir des diplômes dans le management, l'encadrement, les expériences qu'il a pu avoir. La différence avec l'e-sport, je prends des pincettes quand je parle de diplôme, parce que je trouve qu'on est sur un modèle très anglo-saxon, où on va prendre des personnes pour leurs compétences et pour les expériences qu'elles peuvent avoir, plus que pour leur diplôme la plupart du temps, je trouve en tout cas. Mais du coup, oui, pour les managers, c'est parfois dur de le faire comprendre aux joueurs. Il faut souvent un temps d'adaptation. Mais moi, je prône le fait que je préfère avoir un manager qui ne connaît rien à la scène, mais qui est très compétent dans l'encadrement joueur, qu'un manager qui connaît la scène sur le bout des doigts, mais par contre qui n'est pas du tout capable de gérer un groupe, de gérer un planning, de gérer un team building, etc. etc. C'est ma façon de voir les choses sur ça. Est-ce que les autres vous souhaitez répondre? Parce que sinon, Philippe, il a enchaîné, hein. Dans le domaine du management, justement, un coach n'est pas forcément expert du domaine du coaché. Il maîtrise des techniques de coaching. Est-ce que c'est semblable dans le domaine de l'e-sport? En fait, c'est la… Ah,
pendant. Alors, si moi je pouvais intervenir, Vas-y. alors il n'y a pas longtemps, justement, j'ai interviewé un manager qui travaille pour Falcon eSport. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est une grosse structure qui est sur Fortnite, mais qui est plutôt au Moyen-Orient, qui est basée au Moyen-Orient à la base. Et en fait, il est français, il est manager pour cette équipe-là. Et en fait, c'est parce que à la base, il était manager pour des joueurs, et sauf qu'il était manager à 17 ans. Donc, forcément, il n'avait pas de diplôme encore. Sauf que ces joueurs-là étaient très bons et ils ont rejoint ces grosses structures et en fait ils étaient très contents de lui, donc c'est pour ça qu'ils l'ont proposé à la structure et le manager a été engagé dans la structure. Donc maintenant il a 20 ans, ça fait quelques années qu'il a commencé, mais il est engagé dans une très grosse structure et tout le monde avec qui il travaille est très content de lui et de ses performances en tant que manager parce que voilà, il a appris sur le tas, il est débrouillard. Bon, certes, il n'a pas de diplôme, mais il a eu on va dire enfin voilà, grâce à son expérience et à sa motivation, on va dire, il a montré qu'il était largement capable et donc il a été recruté comme ça dans une très bonne structure. Donc voilà, c'est un petit exemple, mais qui montre que, comme le disait aussi Pierre, les compétences sont primordiales. Si on les a acquises avec des diplômes, c'est bien, mais si on les a sans les diplômes, c'est aussi très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, Yuen, Laura, sur ce sujet. Voilà les compétences attendues. Ouais, ouais, je suis d'accord aussi sur l'aspect. Euh, en tout cas, dans ce modèle actuel où on est encore, par exemple, sur de la création de postes, en particulier par mon expérience perso, ça va être vraiment de vendre ce qu'on va apporter à la structure et pas ce qu'on est capable de faire au niveau de l'université. Ce que peut-être pour nuancer un peu, même si je pense que tout le monde l'a en considération, mais je pense que c'est important quand même d'avoir un minimum de connaissances de l'e-sport, d'être conscient de l'environnement e-sportif, de comment il fonctionne, parce qu'il y a des codes qui sont spécifiques à l'e-sport et qu'on peut, euh, pour avoir quelques exemples en tête, on peut retrouver des personnes qui vont vouloir absolument emmener une méthode dans un modèle e-sportif et ça va pas forcément matcher à tous les coups. En tout cas, d'un point de vue performance physique et mentale. Mais en tout cas, oui, oui, je suis complètement d'accord sur l'aspect avoir des compétences, c'est important. Et c'est même plus important avoir des diplômes, puisque même actuellement, il n'y a pas de diplôme spécifique à l'e-sport, donc, ou très peu, où il faut les chercher. Mais voilà, donc ouais, complètement d'accord. Je suis d'accord aussi, dans le sens où, effectivement, de toute façon, l'e-sport, c'est très récent, donc c'est sûr que les diplômes, ça s'est construit comme ça, et c'est plus de l'expérience au final maintenant et des compétences qu'un diplôme, c'est clair. C'est récent, les diplômes, donc bon. Après, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent, là. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Après, on peut avoir des débats. Et justement, il y a une question sur Twitch qui va toutes et tous vous intéresser, tous les quatre. Vous avez des parcours différents dans vos vies personnelles. Et est-ce que vous avez été formé vous-même au management, pardon, ou au coaching, où ça s'est fait sur le tas et peut-être envisagez-vous de former d'un point de vue RH au management de l'e-sport. Qu'est-ce que vous pouvez en dire sur ça? Si vous voulez, je commence. Moi, c'est particulier. En vrai, je pense qu'on a tous des parcours de fou. Mais c'est ça, on veut vous entendre sur ça, ça peut intéresser des personnes. Non, en gros, pour faire un peu un rapide récap de comment j'ai appris le management, en gros, j'ai un master de droit des affaires. Et en gros, n'écoutez pas, fermez les oreilles, mais je n'ai jamais été en cours. C'est-à-dire que je n'allais jamais dans les amphis. Je ne me suis jamais pointé à un amphi. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour financer mes études, j'étais obligé de travailler à côté, tout simplement. Donc, du coup, j'allais au TD parce que c'était obligatoire et j'avais une bourse qui ne me permettait pas de payer un loyer, etc., etc. Donc, du coup, j'étais obligé de travailler à côté. Et donc, je me suis retrouvé à travailler dans une boîte dans le domaine de l'environnement. Je gérais un service juridique dans l'environnement. J'ai commencé en tant que, on pourrait dire, équivalent de secrétaire, en gros. Et au fur et à mesure des années, ils m'ont donné de plus en plus de responsabilités. Et au bout d'un an et demi, je gérais une dizaine de personnes, un budget j'avais un service qui était sur un budget de plus de 10 ou 15 millions d'euros, je ne me souviens plus. Et donc, je l'ai appris par mon expérience. Mais je n'avais aucune compétence pour gérer 10 personnes, etc. J'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs notamment dans la gestion des personnes. Au début, j'étais jeune à cette époque-là. J'avais 23-24 ans, je crois. Donc, je gérais les personnes en trust. Je ne voulais pas faire le gendarme. Je ne voulais pas
Je voulais pas taper du poing sur la table, etc. C'était des gens qui étaient des fois plus âgés que moi, etc. Donc, j'étais dans un système de confiance. Ça n'a pas forcément marché dans un premier temps et c'est comme ça que j'ai façonné un peu ma façon de aujourd'hui diriger mes équipes et travailler avec mes différents managers, coachs, etc. Mais voilà, moi, mon parcours, c'est un peu comme ça que j'ai appris le management. J'ai jamais eu de cours à proprement parler où on m'a dit le management, c'est ça, il faut faire ça, gérer l'équipe, c'est ça. On m'a mis sur le terrain et on m'a dit du jour au lendemain, tu as 10 personnes à gérer, bon courage. Et je retranscris ça maintenant dans la partie e-sport avec toutes les erreurs que j'ai pu faire. Et j'encourage, je rebondis sur une autre question parce que du coup, ça va un peu avec ça. C'est quelle est une porte d'entrée pour un manager qui n'a pas de contact dans l'e-sport selon l'âge que vous avez, etc. Si vous êtes jeune, que vous êtes en train de faire des études, etc., moi, je vous encourage. Il y a beaucoup d'associations e-sport aujourd'hui en France. À commencer par là, je pense à Auserve, Exalti, des structures qui sont là depuis super longtemps, qui ont formé beaucoup, beaucoup de gens qui sont passés par chez eux, qui cherchent tout le temps des managers, etc. Donc, n'hésitez pas à passer par des petites expériences bénévoles en parallèle de vos études pour commencer à vous faire un réseau et commencer à développer vos compétences. En effet. Très bien, Vu Laura. que je suis comme ça, je passe dans les structures associatives, donc je ne peux que confirmer. Pour ma part, moi, après, j'avais fait une licence de management, mais dans la restauration. Donc, strictement, voilà, rien à voir, il n'y a rien en commun, en fait, en réalité. Et après, bon, j'avais ouvert mon propre commerce, j'avais un bar, mais je n'avais pas d'employé. Donc, voilà, du coup, je n'ai pas vraiment managé de personne en soi. Mais après, oui, effectivement, je suis arrivée dans l'e-sport comme Laure vient de conseiller au final. Donc, moi, j'avais arrivé. Je suis revenue dans l'e-sport puisque j'y étais il y a déjà 6 ans. Mais bon, comme je disais avant, c'était plus à la cool à cette époque-là encore. Donc, je suis revenue, j'étais allée chez PCS où je m'occupais de petites équipes de joueurs gold comme ça. Et puis, au final, je me suis un peu formée toute seule, on va dire. Au début. Après, j'ai aussi rencontré donc d'autres managers aussi avec qui j'ai beaucoup échangé ou qui m'ont donné des conseils, par exemple, aussi. Ou même moi aussi, je peux en donner sur d'autres sujets et ainsi de suite. Et c'est comme ça que je me suis auto-formée, on va dire, au final, avec les contacts et les autres et en échangeant. Et il y a pas, en plus, il n'y a pas de façon de faire, c'est exact. C'est-à-dire que tu t'adaptes, pour moi, hein, tu t'adaptes avec les gens avec qui tu travailles. Euh, moi, personnellement, mais j'ai eu plusieurs joueurs et je sais qu'ils n'ont pas eu tous les mêmes besoins. Donc, ma façon de fonctionner a dû se développer et j'ai dû faire des choses différemment en fonction de avec qui je travaillais aussi. Donc, pour moi, c'est le conseil de l'ordre est vraiment le bon conseil. C'est vraiment commencer avec des petites structures, enfin petites, pas forcément petites, hein, mais des structures de niveau bénévole. Il y en a plein. Et c'est une première expérience. Et en plus, généralement, c'est souvent une très bonne ambiance là-bas, vu qu'en plus, c'est en bénévole. Donc, le but, c'est aussi de vous aider indirectement. Donc, c'est vraiment cool. Et pour Ouais. tous les deux, Antoine et Yuen, Ah bah, votre parcours un peu. j'allais encore être d'accord, on est tous d'accord, on peut se faire Décidément. oui, oui, je suis très d'accord sur l'aspect qu'il faut pas hésiter à aller chercher des expériences sur le terrain, faire un peu de bénévolat. Chaque équipe, chaque joueur qu'on rencontre, ça apporte à chaque fois une autre dimension ou une autre problématique et on prend énormément d'expérience par rapport à ça. Je me rappelle pas avoir fait, même à l'époque où je commençais à intervenir, j'avais un protocole que je mettais en place et même un protocole bien carré de ce sur quoi on va travailler. Chaque personne qu'on rencontre, elle apporte une autre dimension à ce protocole-là et même en essayant de cadrer au maximum et de faire tout le temps la même chose, on en apprend. Donc, ouais, l'aspect prise d'expérience sur le terrain est super important. Euh, Peut-être que de mon point de vue, j'ai plus un besoin quand même d'avoir les bases de la recherche sur les thématiques sur lesquelles je vais travailler. Et du coup, j'encourage à passer par un parcours optimisation de la performance, mais moi, je suis passé par STAPS. Il y en a qui passent pas forcément par STAPS, qui passent par la licence de psycho, des trucs comme ça. Ça permet d'avoir un recul peut-être qui est nécessaire, même si on peut en discuter et en débattre là-dessus, mais avoir un recul nécessaire sur ces méthodes et sur comment on se remet en question et qu'on reconstruit une méthode par rapport aux connaissances qu'on a. Et donc ouais, j'ajouterais peut-être cet aspect-là, en tout cas dans mon domaine à moi, même si
Je suis tout à fait d'accord. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est un point qui est important parce que là, on parle de manager et pour le coup, on disait manager, expérience, etc. Moi, mon coach performance, il a fait pour le coup, je pense, le même parcours que Yoann. Il a fait STAPS, il a fait une licence, je sais plus ce que c'est, performance. Et après, en master, il est parti en psy-coach, donc sur la préparation mentale, etc. Pour le coup, mon coach performance, j'aurais plus de mal, si vous voulez, à le prendre sans qu'il ait ces diplômes-là et sans qu'il ait cette connaissance. Parce que la préparation mentale, c'est un vrai sujet. Quand c'est bien fait, et l'optimisation de la performance de façon générale, c'est un vrai sujet. Quand c'est bien fait, c'est très, très bien pour les joueurs. Quand vous tombez sur des gens qui ne sont pas en capacité de le gérer, ça peut complètement vous démonter un joueur. Du jour au lendemain, une mauvaise préparation mentale, le joueur ne met plus un pied devant l'autre. Donc, pour le coup, autant manager et même coach, on va dire, j'encourage à aller faire des expériences bénévoles, etc. Autant si vous voulez être coach performance dans l'e-sport, je vous encourage à avoir un parcours très solide parce qu'on peut le voir chez Vitality aussi. C'est des personnes qui sont très compétentes et qui ont un parcours scolaire dedans et beaucoup d'expérience avec les sportifs également, etc. C'est super important. Ouais. Et à l'opposé, Antoine est coach, mais tu es en biologie à la base. Donc, Ouais, en fait, ça part d'une promesse. J'avais dit à mes parents que je travaillerais dans le monde de l'e-sport le jour où j'aurais fini mes études. Et j'ai décidé de faire un doctorat. Donc voilà, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Mais voilà, en vrai, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, moi, le coaching, je l'ai par le handball. En fait, j'étais en sport-études, j'ai fait 15 ans de handball. Et donc, à partir d'un moment, je savais que je voulais pas continuer à être joueur parce que ça m'intéressait moins. Je préférais justement la stratégie, la théorie, tout ça. Donc voilà, ce qui s'est passé dans les jeux vidéo. Donc, j'ai commencé une formation de coach, justement, de handball. Et voilà, ça m'a beaucoup plu, mais finalement, j'ai dû déménager, arrêter le hand, etc. Mais je voulais conserver cette partie de coaching parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est le côté stratégique, encore une fois. Et donc, en fait, j'ai juste retranscrit ce qui se passait en termes de coaching dans le handball, donc le système de progression petit à petit, etc., pour le mettre dans l'e-sport. Donc ça, on va dire que du coup, j'avais quand même une partie théorique du coaching. Et donc après, je l'ai adapté et appliqué à l'e-sport. Par contre, pour le côté management, c'est que on va dire, de façon expérimentale. C'est juste que, bah voilà, quand j'ai commencé ma thèse, j'ai eu cette possibilité de rejoindre Solary en tant qu'analyste League of Legends à la base. Et en fait, je me dis, mais c'est mon job de rêve et mon job de rêve. Et en fait, je me suis dit, mais je ne peux pas abandonner un de mes jobs de rêve, je vais m'en vouloir toute ma vie. Et en fait, je me suis dit, bah ok, bah, je vais devoir m'organiser pour faire les deux en même temps. Et donc, il a fallu justement mettre en place plein de méthodes de management et lire aussi des bouquins, etc., pour essayer d'optimiser tout ce qui était optimiser le plus de choses possible. Bon, après, je suis devenu président d'une association, je suis devenu plein d'autres choses, j'ai fait de la vulgarisation scientifique, etc. Donc, à chaque fois quelque chose, on nous proposait quelque chose d'intéressant, bah, je disais oui. Et puis après, je me suis dit, va falloir encore mieux s'organiser qu'avant. Et donc voilà, j'ai dû mettre en place plein de choses. Donc voilà, je pense qu'il y a effectivement deux façons. C'est soit avec le côté théorique, et puis après on doit appliquer le côté théorique, même s'il y a toujours un peu des petites différences, ou soit justement en pratiquant et à l'expérience, et ben, on apprend des choses, que ce soit dans le coaching ou dans le management. En tout cas, avec ces échanges, on a parlé beaucoup des pratiques du management et vos pratiques plus personnellement. Maintenant, passons peut-être à un deuxième thème qui est celui des enjeux. Donc, et une question peut-être qui va vous paraître toute bête, je fais un peu l'avocat du diable ou la personne naïve. Pour chacun d'entre vous, eh bien, pourquoi c'est important le management et le coaching dans l'e-sport? Est-ce qu'on peut s'en passer? Et est-ce qu'il y a une bonne manière finalement de manager ou de coacher? Est-ce que ça diffère des structures? Voilà. C'est quoi l'enjeu? Pourquoi c'est important le management et le coaching dans l'e-sport? Est-ce qu'on peut s'en passer? Sans passer, non. Franchement, j'imagine pas. Après, oui, il y a des groupes de potes qui jouent entre eux, qui font des mix. Parfois, il y a des très bonnes équipes qui font des mix, qui n'ont pas de coach, pas de manager, etc. Mais c'est une dynamique qui est différente parce que des fois, c'est des joueurs pro qui se ressourcent dans des mix, etc. J'ai pas trop l'histoire Counter, mais ça a été le cas à un moment donné de Jax, qui était chez G2, qui est reparti sur un mix et qui après est reparti chez G2. Et ça lui a fait beaucoup de bien, etc. Parce qu'il est passé d'une équipe inter à une équipe full FR pour après repartir chez G2, etc. Donc ça lui a permis de rebondir. Mais non, je ne vois pas une structure où il n'y a pas de manager, pas de coach. Après, par contre, ce qui est intéressant, c'est que je pense que le management et le coaching, selon les clubs, n'est pas le même parce que déjà les personnes n'ont pas la même façon de gérer. Tu vois, pendant un certain temps, par exemple, chez Gamers Origin, il n'y avait pas de manager d'équipe. Il y avait Yann Cédric qui était manager général, qui gérait l'ensemble de ses sections compétitives, etc. Il y avait des coachs
mais il n'y avait pas de manager. Maintenant, ça évolue. Chez MCES, c'était pareil. Maintenant, ça évolue. On voit qu'ils mettent en place des managers d'équipe, etc., avec des coachs qui mettent vraiment un staff le plus complet possible. Chez Solari, pareil. Donc, ça a évolué. Mais non, pour répondre à ta question, en tout cas, moi, je n'imagine pas autour de mes joueurs ne pas avoir un staff coaching et un manager, et même de façon plus large, un staff managérial avec head manager, assistant manager, de social media manager, etc. Après, nous, on le fait à notre échelle. Hein. Encore une fois, on n'est pas Vita, on n'est pas G2, mais en tout cas, je ne me vois pas laisser des joueurs en autonomie et leur dire bon courage et maintenant aller performer parce que tu ne peux pas leur fixer des objectifs. Ouais, c'est un peu ça. Tu ne peux pas d'un côté leur fixer des objectifs, pardon, et de l'autre côté, ne rien leur mettre à disposition. Alors, et attention, j'entends bien que ressources financières ou matérielles, ce ne sont pas des ressources je dirais primordial pour l'optimisation de la performance. Je pense vraiment que quand vous montez un club et tout, imaginez d'abord les outils pour l'optimisation de la performance des joueurs, pôle coaching, pôle management, etc. Et ensuite, vous voyez ce que vous pouvez faire et les joueurs que vous pouvez aller recruter et l'échelle à laquelle vous pouvez jouer. Mais non, j'imagine à aucun moment un club dans lequel il n'y a pas manager et coach. Je peux peut-être même rebondir Vas-y, là-dessus, ouais, avec grand plaisir. je l'ai expérimenté il n'y a pas longtemps d'être sans coach. Déjà, le fait de ne pas avoir un cadre complet, on va dire, une structuration complète de cet environnement-là, ça pousse les joueurs à décider par eux-mêmes alors qu'ils sont sur le même statut. En fait, ils ont le même statut les uns par rapport aux autres, même si on peut avoir un IGL ou un capitaine dans l'équipe. Il reste quand même, il y a une synergie dans l'équipe, il y a cette osmose là qu'il faut conserver. Et du coup, le fait de ne pas avoir une instance qui prend les décisions en dehors du jeu, déjà, ça utilise des ressources mentales du joueur parce que ils sont obligés de booker les scrims, ils sont obligés de gérer les temps d'entraînement, de se dire eux-mêmes bah non, là je suis fatigué, sauf que c'est pas la même chose de dire à un de ses potes j'ai pas envie de m'entraîner que de le dire à son coach parce qu'on va pas gérer les choses de la même manière. Donc dès qu'il y a une problématique qui relève du social ou du psycho ou de simplement de ces gestions là, cette gestion du temps et de l'entraînement, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc forcément, on va pas dire qu'on n'a pas besoin de nous parce que j'ai pas envie d'être au chômage. Mais dans le même sens, oui, c'est important d'avoir des coachs, du coup, par cet exemple-là, qui me paraît pertinent. Tout à fait, je suis totalement d'accord. Moi, les rares fois où... Enfin, je ne peux même pas laisser un soir une de mes équipes s'entraîner s'il n'y a pas le staff qui est là, parce que je sais que ça peut vite créer des problèmes dans le groupe. Par exemple, imaginons, on fait un entraînement, la partie ne se passe pas bien. S'il n'y a personne qui est, on va dire, l'arbitre dans leurs échanges après, ça peut casser le groupe totalement, par exemple. C'est tout bête, mais voilà. Et après, pour l'organisation, connaissant certains de mes joueurs, je n'ose pas imaginer si je n'étais pas là. Je pense que ça serait très compliqué. Donc, non, effectivement, après, il y a des mix, mais les mix n'ont pas les mêmes ambitions généralement non plus. Aussi, le but n'est pas de faire des résultats la plupart du temps. Donc, même pour une structure, ça a besoin de... Enfin, un club, pour moi, j'appelle ça aussi une structure. Une structure, c'est pour structurer. Donc, s'il n'y a pas le staff qui sert à structurer, je ne comprends pas, pour être honnête. Donc, non. Pour ma part, c'est compliqué. Après, bon, je ne connais pas comment ça se passe quand je ne suis pas là. Donc, je ne peux pas dire comment c'est quand il n'y a pas de manager, au final. Mais quand il n'y a pas de coach, je sais que ça peut être vite compliqué, en tout cas. Et toi, Antoine, en tant que coach aussi, est-ce que tu partages cet avis? Quelle est ton opinion vis-à-vis de ta place, finalement, et des enjeux du coaching? Le truc, en fait, c'est que forcément, pour des niveaux de joueurs égaux, s'il y en a un qui a un coach et un manager, enfin, s'ils sont bons, hein, parce qu'il pourrait y avoir aussi des coachs et des managers qui, par leur intervention, réduiraient le niveau des joueurs, c'est possible aussi. Ouais. Mais à niveau égal, avec des coachs pertinents et des managers pertinents, forcément, le joueur va mieux performer s'il est bien accompagné. Ça paraît ce qui paraît le plus logique. Mais après, c'est aussi... ça peut être aussi des questions de budget. Là, les équipes qui sont représentées aujourd'hui, c'est des équipes assez importantes. Moi, je vois par exemple en venant de Fortnite, il y a des équipes de tous les niveaux, parfois même très petites équipes. Et du coup, effectivement, des fois, on ne peut pas se permettre de recruter un coach ou de recruter un manager, ou des fois, il fait les deux. Donc, il faut aussi s'adapter à la taille qu'on a et faire de son mieux. Mais effectivement, dès que c'est possible, pour moi, les coachs et managers sont à recruter très rapidement et même avant même les joueurs, je pense. Oui. Parce que
si on parie tout sur un joueur et voilà, même s'il progresse et qu'on a une petite structure, bah en fait il va partir, il va aller dans une autre structure. Alors que s'il y a peut-être qu'un projet plus abouti avec un coach et un manager qui sont impliqués, qui veulent se donner pour la structure, bah même s'il y a un joueur qui est bon, il part, bah c'est pas grave, on retrouvera un autre joueur grâce justement aux compétences du manager et du coach. Donc voilà. Enfin, après, peut-être que mon avis est biaisé parce que voilà, on est entouré de managers et moi je suis coach, mais je pense que la structure est primordiale. Donc, selon vous, il faut les coachs et les managers avant même d'avoir les joueurs. C'est peut-être Oui. contre-intuitif Ouais. pour certains, hein. D'accord. Ah Moi, bah oui. en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Quand je me lance dans une section, enfin, quand j'ai envie de me lancer sur un jeu, là, par exemple, nous, on a envie de repartir sur Rocket League, par exemple, tu vois. Bah, le premier truc qu'on fait, en tout cas que moi je fais, c'est d'abord de faire une audit un petit peu de l'état de la scène et du staff présent, free agent, etc. Voir avec qui je peux travailler et ensuite monter un projet autour de ça et autour d'eux. Parce qu'en fait, si tu veux, le problème, c'est que si tu prends des joueurs et qu'après tu prends un staff, tu imposes à ton staff les joueurs. Tu vois, et tu as des coachs qui vont dire non, mais, ou même des managers, mais en général, c'est surtout les coachs qui vont dire mais moi j'ai plus d'affinité, il y a des joueurs avec ces joueurs, j'aurais bien aimé travailler, etc. etc. Que là, c'est pas la bonne direction. Tu vois. Pour moi, c'est vraiment tu prends un manager, tu prends un coach. Des fois, tu essaies de prendre la duo quand tu peux. Et derrière, tu mets en place le groupe le plus cohérent possible en fonction des ambitions du club, du budget du club et de ce qu'eux veulent mettre en place. Et après, tu peux monter le truc. Sur Twitch, il y en a qui a fait Oh my god, leak. T'as leaké une information exclusive. Laura, je t'entends dire oui. Est-ce que Ah, mais je tu suis penses. totalement d'accord. Alors, Moi, pourquoi du coup? c'est vrai que moi, ça me paraît bizarre d'imposer à un coach les joueurs, en fait. C'est-à-dire que le coach, c'est celui qui va les faire progresser et qui va les faire travailler. Donc, pour moi, c'est à lui de voir qu'est-ce qu'il peut apporter et qu'est-ce qu'il voit chez les joueurs qui peut évoluer. Donc, si on lui impose un joueur et que, ben, par exemple, pour lui, ben, ce joueur, il ne peut pas évoluer ou pas de façon, il ne peut pas lui apporter des choses comme il pourrait le faire à quelqu'un d'autre, ça me paraît extrêmement bizarre, en fait. Pour moi, le manager et le coach doivent être arrivés en premier pour ces raisons, déjà. Euh, en fait, ouais, pour moi, c'est aberrant de faire l'inverse. Désolée, mais pour moi, c'est aberrant, complètement aberrant. Alors, je pense que je vais peut-être faire l'avocat du diable, c'est bien ça. Je vais peut-être donner un contre-exemple, mais je suppose de la réponse que vous allez amener. Alors, c'est vrai que et je vais prendre mon cas un peu perso, c'est pas du tout égocentrique, mais c'est parce que c'est le seul exemple que j'ai sous la main. Donc, il y a plus de 10 ans, j'avais fait un petit peu d'e-sport. À l'époque, on n'appelait pas forcément ça comme ça sur Trackmania Nation, Stadium, en Nation, c'était. Et donc, on s'entraînait, on était une équipe, hein, ça s'appelait les Dangerous Men, ça s'invente pas à l'époque. Des noms comme ça pouvait encore exister. Et on n'avait pas de coach, on s'entraînait nous-mêmes, on faisait des tours de circuit. À l'époque, on jouait avec Carl Junior. Voilà, c'était l'époque où il était beaucoup plus accessible qu'aujourd'hui. Mais on était amateurs. Et justement, est-ce qu'il y a vraiment une différence selon vous sur un peu les structures? On était amateurs, on avait fait des compétitions en ligne, mais on n'avait pas de coach. Est-ce que dès qu'on passe à une structure semi-pro ou pro, ça engage obligatoirement d'avoir un coach et un manager? Ou alors vous connaissez finalement des contre-exemples et des équipes semi-pro sans coach? Et est-ce que le fait que ce soit un jeu individuel aussi, Trackmania, ça puisse. Il y a quelque chose qui est intéressant et que nous, on constate chez MTP, tu vois, on propose des licences e-sport pour le monde amateur. C'est-à-dire qu'en gros, les gens, ils vont venir, ils vont payer une licence à l'année, ils vont avoir du coaching, etc., etc. Un peu comme tu peux retrouver dans le sport, c'est-à-dire que tu vas faire du foot, du tennis, etc. Je ne serai jamais Roger Federer et pourtant, je paye ma licence et je prends des cours. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Et y j'essaie de progresser. compris, et y compris à 13 ans, à 12 Ouais, ans. Enfin, il y a des coachs, dès qu'on est très jeune, y compris si on est tout exactement. seul, à 12 ou 11, etc. Donc, Exactement. Donc, ouais, non, moi, je trouve qu'on est beaucoup dans le modèle sportif de plus en plus. Et je discute de plus en plus avec des personnes, tu vois, sur les Golf Legends, il y a des gens qui viennent, ils me disent, bah, moi, ça fait 5 ans que je joue au jeu, je suis silver, j'ai trop envie de passer gold. Ils prennent leur licence, ils sont contents. En plus, c'est vraiment à des prix coûtants, etc. Ils se régalent avec les coachs, ils atteignent leur objectif et ils sont super contents, tu vois. Donc, je pense vraiment qu'il y a une vraie plus-value. Après, ça n'empêche pas que oui, il y existe des mix, il existe des équipes semi-professionnelles ou même encore des équipes qui évoluent au plus haut niveau, qui aujourd'hui cherchent des structures, n'ont pas forcément de coach. Et ça existera et peut-être toujours parce que tant qu'il y a des clubs qui ne les récupèrent pas, bah, elles resteront un petit peu toutes seules. Ça a été le cas pendant longtemps de notre ancienne équipe Valo, qui est maintenant en VRL, c'est Valar Morgulis, qui est en division 1 française, qui pendant longtemps évoluait sans coach, etc. Aujourd'hui, ils sont structurés, ils ont un manager, ils ont
un coach, ils n'ont pas de structure, mais ils l'ont fait et ils ont évolué au niveau pendant un certain temps sans ça. Donc, ça existe, c'est un peu des ovnis, hein, il y en a partout. En tout cas, je considère ça comme des ovnis. Et par contre, à l'inverse, par rapport à ce que tu disais, c'est que des fois, quand tu rejoins certains clubs, demain, n'importe lequel d'entre nous signe chez Vita ou chez G2, les joueurs en général sont déjà là. Tu vois ce que je veux dire? Genre là, par contre, quand tu arrives, tu dois un peu t'adapter au travail qui a déjà été mis en place, parce que c'est des structures qui sont en place depuis très longtemps, où il y a déjà peut-être des automatismes, peut-être déjà des cahiers des charges, etc. etc. Et les joueurs sont déjà là, donc tu t'adaptes. Après, tu as les mercatos, tu vois les joueurs passer, etc. Mais au moment où tu arrives, en général, c'est rare d'arriver dans un club comme ça et de reprendre un projet de zéro. Tu vois, ils vont jamais, à part quand c'est des nouveaux jeux comme Valo, où là, tu as la chance de pouvoir remonter un projet de zéro, etc. etc. Mais souvent, tu arrives au moment où les joueurs sont déjà là. Et selon les postes, je pense à Yuen qui doit travailler déjà avec des staffs et des joueurs qui sont déjà en place et doit peut-être des fois s'adapter à leur façon de travailler en apportant sa patte, bien sûr. Mais du coup, là, c'est un peu différent. Yoann, on te tend une perche. Qu'est-ce qu'il en est? Ouais, je la prends. Après, je pense que par rapport à mon rôle, c'est aussi différent puisque je n'interviens pas dans la sélection directe des joueurs. C'est des choses qui sont réservées du coup au staff coach, manager et joueurs. Mais oui, du coup, forcément, quand on arrive dans des staffs comme ça, on a. Alors, c'est encore un peu différent. Je peux pas être dans le noir ou dans le blanc parce que au final, c'est des postes qui sont créés. Donc, j'ai pas un cahier des charges qui existe déjà. Ça va être à moi d'acculturer un peu la structure aussi sur certains points, même si ils ont. Pour le cas de G2, ils ont eu des interventions de gars avec Adidas ou avec Red Bull qui leur envoyaient des coachs. Mais quand on arrive et qu'on est à plein temps dans une structure comme ça, il y a tout ce temps de détection là, des premiers objectifs. Donc je suis en plein dedans là, donc ça me cause forcément la détection des premiers objectifs pour être pertinent avec les joueurs qui sont présents, le staff qui est présent. Et après, ouais, quand on va être dans cette dynamique et avec la structure, là, ouais, j'aurais un regard aussi sur les sélections suivantes, les rotations de joueurs, tout ça. Je pourrais apporter un regard plus psycho que les coachs. Mais en tout cas, ouais, c'est de l'adaptation forcément aux joueurs qui sont déjà présents. Et je pourrais, de par mon poste, je pourrais pas arriver dans une structure et dire c'est moi qui crée l'équipe. De toute façon, Salut, si j'arrive. on me demandait de le faire, je m'en irais, je pense, parce que je me sentirais pas très bien. Mais voilà quoi. Donc ouais, ça dépend de la spécificité aussi. Alors, il y a quand même il y a une remarque qui a été dite dans Twitch et je pense que c'est un très bon contre-exemple et vous pourrez peut-être en discuter. C'est une personne qui dit que justement sur les MMORPG, notamment sur Final Fantasy XIV, il y a beaucoup d'équipes qui essayent de tryhard, donc d'essayer de clear les gros boss, donc les donjons, d'être les premières équipes à accomplir un haut fait. Et pourtant, elles n'ont pas forcément de coach. Ce sont des équipes souvent seules, sans coach. Qu'est-ce qu'il en est de ces équipes? Est-ce que c'est propre au MMORPG? Pas du tout. J'ai envie de faire une passe D à Papas pour le coup Allez. par rapport à la Zilan. Parce que tu vois, moi je pensais par exemple que Elden Ring, que personne n'avait besoin d'un coach pour Elden Ring. Écoute, Papas leur a optimisé le truc pour qu'ils fassent les meilleurs temps sur Elden Ring, etc. Donc ouais, si tu joues à Final Fantasy et que tu veux grind tout seul, tu peux. Mais il y a des gens comme Papas qui sont capables d'optimiser ta réussite. Alors du coup, Papas, comment ça se fait le coaching sur un MMORPG quelque part? Alors, en vrai, de toute façon, le processus de coaching, il est systématique. Enfin, pour moi, il est toujours le même. C'est-à-dire que faut d'abord identifier donc forcément un défaut. Et donc là, typiquement pour les MMORPG, après, je connais vraiment pas Final Fantasy, mais ce que j'imagine du coup, c'est que donc c'est quelque chose qui est fait à plusieurs, donc le faire le plus rapidement possible. Et donc moi, ce qui me vient directement à l'esprit, c'est que par exemple la communication. C'est-à-dire que s'il y a des gros donjons avec des gros boss, etc., peut y avoir des erreurs qui peuvent être faites, qui peuvent être dramatiques justement pour pouvoir optimiser le donjon, ça veut dire que la moindre erreur de communication, le langage qui est utilisé, par exemple, je sais que sur Fortnite, on l'a travaillé aussi, c'est que il faut donner la meilleure communication en peu de temps. Et donc, en fait, juste, faut que le mot soit plus court ou faut qu'il soit différent pour pouvoir donner cette information-là. Et donc, sur les MMORPG, ça peut être typiquement ça. Je pense que la différence, alors si
je crois, c'est que ces donjons, ils sont faits de façon, on va dire, assez rare dans l'année. Et donc, c'est aussi que les joueurs peuvent avoir un temps où ils ne jouent pas pour préparer les donjons. Donc, en fait, c'est juste qu'ils sont coach et joueurs. Et aussi, c'est peut-être tout simplement que je pense pas que ça gagne beaucoup de faire ce genre de compétition. Et donc, je pense qu'ils ont peut-être pas le choix d'être coach et joueur parce que, bah, à part s'il y a quelqu'un qui serait passionné par ce jeu et qui voudrait être coach, mais voilà, et ne pas faire la compétition, peut-être qu'il y a des gens qui les aideraient. Mais voilà, comme ça, je dirais que c'est peut-être ça. C'est qu'ils ont des timings pour pouvoir progresser et des timings pour pouvoir jouer qui sont bien définis. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils peuvent avoir aussi les deux casquettes. C'est un truc, ça me fait penser à une référence dans la littérature que j'avais pu lire sur les compétences managériales qui sont développées chez les chefs de guilde, en fait, dans les MMO. Et en fait, il y a toute une littérature, et d'ailleurs, bah, on en avait parlé, Antoine, quand Oui, tu es venu à c'est ma Montpellier. thèse. Donc c'est un truc qui est hyper intéressant, c'est que ouais, il y a la possibilité aussi de développer des compétences de manager bah, par l'expérience, comme on a pu le dire tout à l'heure. Et donc, forcément, dans ce type de MMO, là, c'est un peu propice à cette organisation-là. Et ça me fait penser aussi il y a des vidéos du JDG aussi, où il parle de les premières expériences qu'il a acquises dans les MMO. Et donc, ouais, je pense que le format du jeu pousse aussi à cette organisation-là où il faut avoir des strates et il faut s'organiser en groupe. Donc forcément, il y a des personnes qui ont des rôles. Il y a, il y a les jeux comment ça s'appelle mince, j'ai Clash Royale en tête, mais Clash of Clans, peut-être? Clash of Clans, c'est ça. Où c'est pareil, c'est les joueurs qui s'organisent parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de cash prize dans ce genre de jeu, mais ils n'ont pas forcément les moyens et qu'ils ont le temps de s'organiser en groupe, en équipe et donner des rôles, quoi. Donc c'est assez intéressant d'un point de vue psychosocial. Mais ouais, en tout cas, c'est intéressant. Ça rappelle un peu mes travaux, finalement, tout ça, je te remercie. De Alors, rien. je vois que le temps avance, il y a tellement de sujets passionnants. On va peut-être enchaîner sur le troisième thème, donc les opportunités. Et justement, sur les opportunités du management dans l'e-sport, peut-être très rapidement, on va se prêter à peut-être un jeu. Est-ce que vous pouvez chacune et chacun me donner 3 compétences, 3 atouts que doit avoir un manager ou un coach, justement, pour peut-être percer et amener de la performance dans les équipes? 3 mots si vous y arrivez. Donc, Mhm. trois compétences à avoir pour un manager ou un coach. Laura? Pour ma part, donc manager du coup, un bon sens de l'organisation, 2. clairement. Euh, Savoir être à l'écoute. Et troisième, je ne sais pas trop en fait. Qu'est-ce que je pourrais dire en troisième? Mais Je vous surtout prends. ces deux-là en tout cas. Pour moi, ces deux-là sont primordiaux. Ok. Hum, Alors, l'écoute, hein, pour résumer, c'est l'écoute et l'organisation, hein, tu as dit. ouais. Ok. Ouais. Et l'échange du coup, mais ça rejoint un peu l'écoute. Enfin, beaucoup de communication en fait. Beaucoup de communication avec tout le monde. Ok. Messieurs, je vais vous Moi, voir réfléchir. Je vous prends au dépourvu là. Synthétiser moi, en j'en ai 3 mots. peut-être que je les ai. J'ai force d'initiative, Ouais. enfin de proposition. Euh, ouais, plutôt être force de proposition, être à l'initiative de projet et en effet être bon dans la planification. Dans les plannings. Yoann. Euh, alors, les compétences humaines sont hyper importantes. Donc, je mettrais bah, je suis d'accord avec le fait d'être à l'écoute et d'être capable d'écouter. C'est hyper important pour cerner les sujets rapidement. Euh, la créativité, moi, c'est un truc c'est ma base de travail, vraiment. C'est toujours remettre en question ou challenger ce qu'on croit être acquis pour aller plus loin. Et en troisième, euh, dans l'e-sport, bah, faut aimer regarder des jeux vidéo. Enfin, je sais pas lequel mettre, mais c'est un truc. J'ai discuté avec un gars qui voulait se lancer dans la prépa mentale e-sport, mais qui connaissait pas trop le monde de l'e-sport il y a pas longtemps. Et on a discuté pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure, et au bout d'un moment, il me demande, mais c'est quoi ta journée type? Et du coup, je lui dis, bah, le matin, on rencontre les joueurs, on discute avec les joueurs, on a le temps de repas. Et l'après-midi, ben, moi, je travaille et je les regarde s'entraîner pendant 6 heures. Et il me fait, mais tu les regardes jouer aux jeux vidéo? Je fais, ouais. Et il me dit, ah ouais, c'est un peu long quand même. Je dis, ah ouais, mais moi c'est mon kiff quand même, mais je comprends que
Ouais, du coup, c'est une valeur qui est importante, quoi. Faut aimer regarder des jeux vidéo pour être manager dans l'e-sport, je pense. Antoine, qu'est-ce qu'il en est pour toi? 3 mots, 3 expressions. Moi, je dirais, enfin, on en a parlé. Alors après, c'est plus pour manager peut-être plus générique, mais l'adaptabilité. Parce que justement, dans un domaine qui est assez récent, il peut y avoir plein de choses différentes à gérer en fonction aussi, ça dépend, parce que voilà, par exemple, comme Yuen, du coup, il est dans une partie un peu plus spécifique. Donc peut-être qu'il va avoir moins de tâches très, très différentes à faire, mais je pense que voilà, ça peut être utile. Euh, pour moi, ça peut être aussi, quand on est dans la performance, c'est aussi l'anticipation. Parce que moi, je sais que, enfin, par exemple, des fois, bon, j'ai fait des erreurs aussi en tant que coach ou manager, par exemple. euh, Quand on essaie d'être à très haut niveau, bah, en fait, si tu n'anticipes pas les problèmes qui peuvent se passer, et bah, tout de suite, c'est une compétition qui se finit plus tôt que prévu. Enfin, nous, on l'a vu malheureusement avec la Z-LAN, pour le coup, avec Pierre. C'est une compétition qui se finit plus tôt que prévu, alors que ça a été beaucoup de préparation, beaucoup d'investissement, etc. Et beaucoup de déceptions aussi pour les joueurs. Donc voilà, c'est beaucoup de choses. Donc essayer d'anticiper le maximum de choses. Et puis effectivement, le dernier, c'est peut-être le côté humain, enfin le côté psychologie, où bah voilà, si Yuen disait il faut aimer les jeux vidéo, je pense que oui, mais il faut aimer les gens aussi. Parce que bah il y a des Ouais. gens, ils sont là, ils aiment les jeux vidéo, mais Ils n'aiment pas c'est les gens. juste voilà, c'est ça, c'est possible C'est aussi. vrai. Et donc voilà, je pense que si t'as pas envie vraiment de faire progresser les gens en face de toi, ou finalement tu es juste là parce que bah moi j'aimais bien les jeux vidéo, donc j'essaie de trouver un métier dans les jeux vidéo et c'est tombé sur celui-ci, bah je pense que ça pourra pas vraiment marcher. Enfin, tu seras pas très très bon dans le sujet, quoi. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Alors dans Twitch, on nous donne aussi 2 éléments. Il faut avoir un bon relationnel et de l'empathie. Voilà, donc Ouais. c'est 2 mots qui ont C'est ça. été dits sur Zoom aussi. Être pédagogue à l'écoute des autres, hein, le sens du Voilà. relationnel, résistance au stress, ça m'a été dit en privé, la gestion du stress aussi. Et donc là, il y a Philippe qui a donné une référence de Dumazer, si ça vous intéresse, dans Management et Avenir, qui s'intéresse donc à ceci. Alors le temps nous presse, on en arrive quelque part à la conclusion maintenant. Et peut-être pour conclure, justement, vous êtes tous les 4 dans des structures e-sport, hein, que ce soit en termes de manager, manageuse ou alors aussi en tant que coach. Et quels conseils vous donneriez finalement aux personnes qui nous écoutent, qui aimeraient faire la même chose que vous? Quels conseils vous donneriez et quel avenir finalement pour conclure sur le management et l'e-sport et le coaching dans l'e-sport, pardon. Quel avenir? Donc des conseils et c'est quoi l'avenir? Bah, globalement. Vous n'êtes pas devin, mais comment vous le Ouais. voyez plutôt? Le premier conseil, je pense, c'est prenez sur vous parce qu'on est dans un domaine qui reste quand même en évolution. Vous avez certains postes, enfin, je peux prendre des exemples concrets, mais j'ai des collègues qui ont fait des années d'études et qui se retrouvent dans des clubs où ils sont payés à des montants où s'ils faisaient quelque chose dans le civil et pas dans l'e-sport, ils seraient payés beaucoup plus. Mais aujourd'hui, ils sont contents de vivre de leur passion. Moi, c'est le cas aussi, hein. J'ai un master en droit des affaires. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais être juriste dans une boîte, etc. et beaucoup plus gagner que ce que je gagne aujourd'hui. Mais c'est la passion qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Je pense que pour nous 4, c'est un petit peu ça. Donc, je dirais, si vous voulez faire ça, déjà, il faut être passionné à 120% et savoir faire des sacrifices dans les premiers temps sur les choix que vous faites, etc. Il faut parfois accepter de rejoindre des projets que vous semblez plus pertinents, mais sur lesquels vous allez peut-être avoir plus de galères financières, etc., mais qui vont permettre de rebondir plus tard, que choisir la facilité. Ça, c'est très dur à faire hein, parce qu'aujourd'hui, choisir la facilité, c'est choisir des clubs qui parfois vous proposent des montants astronomiques, mais ferment au bout de 3 mois et derrière, vous n'avez plus rien. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Donc, ouais, c'est surtout être passionné, savoir faire des sacrifices et surtout faire les bons choix. Et après, je dirais pour l'avenir, je pense que l'avenir est positif, honnêtement. Je pense que vraiment, l'e-sport est en train de se structurer. Je pense qu'il y a une grosse distinction qui est en train de se faire entre l'e-sport professionnel et l'e-sport amateur, que je trouve vraiment bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as vraiment, et ça, les joueurs ont du mal à le comprendre selon les scènes, etc. Et je fais une petite dédicace à la scène Fortnite qui a beaucoup de mal à le comprendre. Mais il y a des structures qui sont amateurs. Je pense à Exalti, je pense à Auserve, etc., qui sont des structures qui n'ont pas vocation à devenir des T1 françaises, européennes, etc., mais qui sont des très bons centres de formation. Je
Je pense à Omerix, par qui je suis passé en tant que joueur. Et à côté de ça, vous avez des clubs à échelle européenne, comme Vitality, comme G2, etc., qui sont des monstres et qui, eux, par contre, ont des ambitions compétitives, qui, eux, les gens qui travaillent chez eux, c'est leur métier. C'est une grosse différence déjà par rapport à des gens qui sont bénévoles et qui font ça pour la passion. Donc, non, je suis très, très positif sur le futur. La seule question que je me pose et que je suis en train de me poser à l'heure actuelle, c'est qui arrivera à faire mieux que la Carmine Corp et quid de l'après Carmine Corp. Est-ce qu'on ira encore plus haut que ce que font actuellement Kameto et Prime? Aujourd'hui, je suis très sceptique sur ça. Tu vois, si aujourd'hui j'ai un petit point noir à dire, c'est est-ce qu'un jour, parce que Vitality qui était là depuis si longtemps est en train de se faire manger aujourd'hui par la Carmine et à mon avis est en train de stresser au possible parce que s'ils arrivent en LEC, ça fait encore une scène de plus où ils peuvent les concurrencer directement. Mais une fois que Carmine sera en LEC, qu'ils seront à échelle de G2, etc., etc., est-ce qu'il y aura d'autres clubs en France qui arriveront à nous refaire vivre la même chose et à continuer à pousser l'e-sport en France vers le haut? Je ne sais pas. C'est peut-être le point noir que je pose là. Merci Pierre pour ton mot. On va faire le tour, hein. On finira par Laura. Antoine, qu'est-ce qu'il en est? Ou alors tu veux prendre la parole, Laura, comme tu veux. Moi, c'est un peu particulier parce qu'au final, moi, je ne vis pas du tout de ce que je fais. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué de répondre à tout ça, puisque effectivement, chez Liandra, je suis 100% bénévole. Alors qu'avant, il y a 3 mois, on était dans une autre structure qui a fermé la section au bout de 3 mois parce que le budget, voilà, exactement ce qu'a dit Laure, en fait. Du coup, voilà. Après, dans notre équipe dans laquelle je suis, donc chez Bifrost, je m'occupe de l'académie et c'est juste un petit billet, on va dire, que je touche. Donc, je ne vis absolument pas de l'e-sport. Je ne vis absolument pas de tout ça, alors que ça fait des années que j'y suis. Donc, c'est vraiment uniquement de la passion. Donc, vraiment, il faut s'accrocher. Ça, c'est clair. Et si on n'est pas passionné, si on n'est pas un minimum passionné, c'est même pas la peine d'essayer. C'est évident pour moi. Il faut s'accrocher, c'est ça. Hein. Ouais, c'est clair. Yoann, alors je reprends dans l'ordre des pastilles. Et du coup, Yoann, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Je vous rejoins sur l'aspect qu'il faut aimer ce qu'on fait et être passionné par l'e-sport avant tout, un minimum. Franchement, c'est juste peut-être que le conseil qui, moi, a le mieux fonctionné pour moi et continue de fonctionner, c'est il n'y a pas de petites personnes à qui on parle. En fait, dans le réseau e-sportif, faut pas hésiter à parler, à partager, à recevoir, peu importe le niveau de la personne ou dans quelle structure elle est, faut pas regarder d'où elle vient la personne. C'est vraiment, je trouve, une bonne leçon humaine. C'est que tout le monde a un truc à apporter dans l'e-sport et que du coup, ce qui fonctionne le mieux, c'est de prendre le temps de discuter et de ne pas oublier d'où on vient et qu'on est tous des humains et qu'on peut tous échanger ensemble et apprendre des autres. Donc ça c'est un truc qui, pour moi, a beaucoup fonctionné dans l'e-sport et continuera de fonctionner dans l'e-sport et dans la vie d'ailleurs. Donc ouais, je pense que sans trop m'étaler et aller dans les détails, il faut avoir fait une licence entraînement sportif, puis un master, puis un an. Je pense que sur les compétences humaines, c'est hyper important d'avoir au moins ça, quoi. Et de manière Et puis je suis optimiste pour la suite, hein, forcément. Ouais. Et de manière sous-jacente, hein, tu évoques l'humilité finalement que tu incarnes avec tes propos, c'est-à-dire être humble vis-à-vis des autres et considérer que chacun a sa place. Ouais, Et enfin, donc pour finir cette table ronde, Antoine, pareil, même question. Quel conseil tu donnerais et quel avenir finalement pour le coaching dans l'e-sport? Ouais, moi les conseils, bon après ça rejoint ce qui a été dit avant, c'est vraiment se faire de l'expérience mais concrète, même si effectivement il faut être bénévole au début, alors pas trop longtemps parce que si on voit que ça marche pas, malheureusement au bout d'un moment il faut peut-être aussi lâcher prise, c'est aussi possible. Moi je t'étais donné voilà 1 an ou 2 et puis voilà si ça marchait pas, bah je revenais à mes études, mais voilà il faut avoir ça en tête, mais effectivement, acquérir de l'expérience, même si c'est du bénévolat au début, pas demander des sommes d'argent immenses au début, c'est normal. Et ne pas attendre aussi la fin des études pour acquérir de l'expérience, parce que je sais que c'est un format qui est assez français, ça. C'est-à-dire qu'on fait les études et après on fait les premières choses concrètes, alors qu'en fait, par exemple, le modèle anglo-saxon, c'est on fait les études en parallèle d'expériences concrètes et ça permet de se nourrir tous les deux. Donc ça, je pense que c'est vraiment le truc important. Yoann parlait aussi effectivement le réseau est trop important.
l'e-sport, comme le monde de la recherche, c'est un monde qui est très petit. Du coup, tout se sait et il faut effectivement être gentil avec les gens. Il faut être parce que ça peut vous retomber dessus à un moment si c'est pas le cas. Et voilà, donc le réseautage est aussi très important et l'avenir, je pense que ça va être de mieux en mieux parce que ça va être de plus en plus structuré et aussi il va falloir être aussi vigilant parce que forcément, si ça va être de plus en plus structuré, ça va être aussi de plus en plus exigeant. Le niveau, par exemple, moi je vois sur Fortnite, aujourd'hui c'est peu structuré, donc le niveau par exemple des coachs est parfois pas tout à fait présent, mais plus ça va le devenir et plus ça va attirer des gens compétents et des gens qui ont du temps et des gens qui ont fait des formations. Donc il faudra être de plus en plus performant en tant que coach et manager. Donc voilà, c'est l'optimisme, mais ça va aussi être de plus en plus exigeant. Écoutez, merci beaucoup à tous les quatre. Je vois que c'est déjà l'heure. J'avais encore plein de questions. Est-ce que vous n'êtes pas frustré de ne pas avoir abordé un thème? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez, vous vouliez dire qu'on n'a pas pu dire? Non, Moi, j'avais. pas de frustration. Ouais. Si. On fait une Moi, note. j'avais juste une Non, non, question non, pour. non, non, toi. Si. Bon, pas, tant Oh. pis. Je suis monsieur horaire, je suis désolé. Tant pis. Bon, on continuera ces échanges dans le chat à la rigueur. Nous En tout cas, devons merci. clôturer, mon cher Eh oui, Antoine. je sais, c'est tellement passionnant que tu vois, il faudrait prendre des tables rondes de 2 heures. Ce serait... Bon, en tout cas, Pierre, Laura, Yuen, Antoine, merci beaucoup, mille merci pour votre participation à cette table ronde. Alors, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux et dans vos équipes respectives. La suite donc de cette table ronde se fera dans discussion sur le chat.